Mallet Stevens. Lin Ka-Shen Jean, né le 7 mai 1912 à Saigon, Indochine française, est mort le 22 octobre 1941 à Châteaubriand, Loire-Inférieure 1, est un professeur de philosophie, militant communiste et résistant français. Il est l'un des 27 fusillés le 22 octobre 1941 en représailles après la mort de Karl Hotz. Is ook weer een nieuw veranderd? Nee. Rue de Brancion. Adolphe Ernest Raguet de Brancion, né le 8 août 1803 à Condé-sur-Lescaut, Nord, et tué le 7 juin 1855 au siège de Sébastopol, était un colonel français dont la mort héroïque au combat devint un exemple patriotique célébré au XIXe siècle. Biographie.
Fils d'un agent forestier, il est admis à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1818, et opte pour l'arme de l'infanterie à sa sortie en 1821. Il sert brièvement en Algérie en tant que chef de bataillon d'octobre 1845 à juillet 1846. Promu colonel commandant le 50e régiment d'infanterie de ligne le 18 octobre 1854, il combat à la tête de son régiment durant la guerre de Crimée. Il est tué héroïquement le 7 juin 1855 lors de la prise du Mamelon Vert, qui fut un des épisodes saillants du long siège de Sébastopol. Dat is niet waar. Nou hier. La rue tient son nom de la Convention nationale, assemblée qui a siégé de 1792 à 1795.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde si lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Guillaume Apollinaire, Alcool, 1913. Sla rechtsaf naar Rue François Gerard. Sla rechtsaf naar Rue François Gerard en sla linksaf naar Rue George Sand. Over 200 meter sla linksaf naar Rue Jean de la Fontaine. Sla linksaf naar Rue Jean de la Fontaine en sla rechtsaf naar Rue George Sand.
meter, sla rechtsaf naar Rue du Docteur Blanche. Naar Rue du Docteur Blanche. Sla rechtsaf naar Rue Nellis Stevens en je arriveert op je bestemming. Robert Mallet-Stevens est un architecte et designer français, né le 24 mars 1886 à Paris, où il est mort le 8 février 1945. Il fit partie du mouvement moderne, fut un célèbre décorateur de cinéma dans les années 1920 pour Marcel L'Herbier ou Jean Renoir, et directeur de l'école des Beaux-Arts de Lille. Biographie. Né au 60 boulevard Malherbe, à Paris, dans une famille de collectionneurs, son père Maurice Mallet, établi au 13 de la rue du Helder, est expert en tableaux de vente publique et sa mère est la fille du critique d'art Arthur Stevens, frère du peintre belge Alfred Stevens. Il est un neveu de Suzanne Stevens, l'épouse du financier belge Adolphe Stockley qui fit construire à Bruxelles le palais qui porte son nom. L'homogénéité avant-gardiste de ce bâtiment aura probablement exercé une forte influence sur les choix esthétiques ultérieurs de Robert Mallet-Stevens qui prend le nom de son père et de sa mère. Formation initiale. Il se forme à l'école spéciale d'architecture de Paris entre 1903 et 1906 et se montre intéressé au premier chef par la collaboration entre les différentes formes d'art. Il publie différents articles en collaboration avec Jacques Rederet, dans la revue britannique The Architectural Review à partir de 1907, puis dans les revues belges Le Homme et Techné, ainsi que pour le périodique français L'Illustration. Mobilisé en 1914 dans l'aviation française, il est photographe aérien. Entre cinéma et architecture. Affiche du film L'Inhumaine de Marcel L'Herbier, 1924. Dès 1919, Robert Mallet-Stevens est reconnu comme une figure montante du style moderne présenté au Salon d'automne de Paris dans l'entourage du couturier Paul Poiret, au nombre de ses créateurs, Fernand Nathan, André Groux, Paul Bénière, Dresa, André Marre. Au Salon d'automne de 1922, il expose une maquette très remarquée pour un projet d'aéroclub. Robert Mallet-Stevens publie en 1922 aux éditions Massin Une cité moderne, un portfolio de 32 dessins réalisés entre 1917 et 1922 donnant à voir un projet de ville idéale avec cinéma, banque, musée, halles, pavillon de sport, palais de justice, maisons ouvrières, hôtels de voyageurs, mairie, arrêts de tramway, églises et immeubles de rapport. En 1924, Robert Mallet-Stevens présente au Salon d'automne ses projets d'urbanisme. Le critique d'art Guillaume Janot écrit à ce propos, l'art de Robert Mallet-Stevens est le plus laconique et le plus dépouillé qu'aucune autre formule.
plus loin, il ajoute, créateur d'une formule de décor cinématographique, Malest Evans est l'un des théoriciens de l'esthétique moderne, rationaliste et logicienne. De 1921 à 1923, il entreprend la construction de la villa Paul Poiret à Mézy-sur-Seine dans les Yvelines, qui demeure inachevée en raison de la faillite du couturier, jusqu'à son rachat en 1930 par l'actrice Elvire Popesco. En 1924, il rénove l'hôtel des Roches Noires à Trouville-sur-Mer. Et de décors de cinéma, notamment ceux de l'Inhumaine de Marcel L'Herbier en 1924, en collaboration avec Paul Poiret pour les costumes, des meubles par Pierre Charot, des peintures de Fernand Léger. Pour ce film, le réalisateur déclare « Nous voulions que ce soit une sorte de résumé provisoire de tout ce qu'était la recherche plastique en France 2 ans avant l'exposition des arts décoratifs. » Le film était aussi destiné à l'Amérique, à cause de la renommée dont jouissait là-bas Georgette Leblanc. Mais Robert Malest Evans a également travaillé pour des réalisateurs de films de reconstitution historique comme Les Trois Mousquetaires ou 20 ans après d'Henri Diamant-Berger. Dans la lignée de Ricciotto Canudo, dont il était un proche, Malest Evans considérait le cinéma comme un art à part entière. En 1928, il publie aux éditions Massin son traité, Le décor moderne au cinéma. Il réalise 18 décors de films entre 1920 et 1929. Sla linksaf naar Avenue Mozart. Over 500 meter, sla rechtsaf naar Chaussée de la Villette. Naar Chaussée de la Villette en flauwe bocht naar links naar Avenue Paul Doumer.
C'est une chose bien connue qu'elle avoue, elle fièrement. Sidonie a plus d'un amant, parce que pour elle être nue est son plus charmant vêtement. C'est une chose bien connue, Sidonie a plus d'un amant. Elle en prend à ses cheveux blonds, comme à sa toile l'araignée prend les mouches et les frelons. Elle en prend à ses cheveux blonds, vers sa prunelle ensoleillée. Il vole, pauvre papillon, comme à sa toile l'araignée. Elle en prend à ses cheveux blonds. Elle les mène par le nez, comme fait, dit-on, le crottal des oiseaux qui l'a fascinée. Elle les mène par le nez, quand dans une moelle étale sa langue à leurs yeux étonnés, comme fait, dit-on, le crottal. Elle les mène par le nez. Elle en attrape avec les dents, quand le rire entr'ouvre sa bouche et dévore les imprudents. Elle en attrape avec les dents, sa bouche quand elle se couche reste rose et ses dents dedans. Quand le rire entr'ouvre sa bouche, elle en attrape avec les dents. Sidonie a plus d'un amant, qu'on le lui reproche ou l'enloue, elle s'en moque également. Sidonie a plus d'un amant, aussi jusqu'à ce qu'on la cloue au sapin de l'enterrement, qu'on le lui reproche ou l'enloue. Sidonie aura plus d'un amant. Naar de rotonde op wanneer je arriveert op de bestemming.
Trocadéro. Le palais de Chaillot est un bâtiment situé sur une colline au bord de la Seine, face à la Tour Eiffel, dans le 16e arrondissement, à l'ouest de Paris. Le palais de Chaillot a été construit pour l'exposition universelle de 1937 à l'emplacement où se trouvait auparavant le palais du Trocadéro. Ce bâtiment lui-même construit pour l'exposition universelle de 1867 a été en partie démoli pour le nouveau palais de Chaillot. Le palais de Chaillot se compose de 2 ailes distinctes avec une esplanade entre elles. Les 2 ailes ont été construites en conservant les ailes d'origine du palais du Trocadéro. La grande salle centrale et les 2 tours du palais du Trocadéro furent démolies. Depuis, l'esplanade du Trocadéro est implantée à cet emplacement. Cette place offre une vue imprenable sur la Tour Eiffel qui se dresse de l'autre côté de la Seine sur le Champ de Mars. Les architectes du bâtiment en Streamline Design étaient Louis-Hippolyte Boileau, Jacques Carlu et Léon Azéma. Le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies au palais de Chaillot. De 1952 à 1959, le quartier général de l'OTAN s'y trouvait jusqu'à ce qu'il soit transféré vers un autre site à Paris. Le palais de Chaillot abrite la Cité de l'architecture et du patrimoine incluant le musée des monuments English, le musée de l'homme, un musée ethnologique, le musée national de la marine, le théâtre national de Chaillot, un théâtre sous l'esplanade. Entre les ailes du bâtiment et la route qui longe la Seine se trouvent les jardins du Trocadéro, un parc avec une grande fontaine. Alain Hannequart. Trocadéro. Descendre les degrés qui mènent aux cascades. S'asseoir les pieds dans l'eau un jour de canicule. Rafraîchi par la brume irisée des jets d'eau. Un lieu où la jeunesse côtoie la joie de vivre. Ou devant les musées installés en la terrasse. Devant la Tour Eiffel qui semble à portée d'aile. Contempler les bateaux qui voguent sur la Seine. Et les vastes espaces qu'offre le Champ de Mars. Découvrez une citation inscription sur le fronton du palais de Chaillot à Paris, un dicton, une parole, un bon mot, un proverbe, une citation ou phrase inscription sur le fronton du palais de Chaillot à Paris issue de livres, discours ou entretiens. Une sélection de citations et proverbes sur le thème inscription sur le fronton du palais de Chaillot à Paris. Citation. Dans ces murs voués aux merveilles. J'accueille et garde les ouvrages. De la main prodigieuse de l'artiste. Égale et rivale de sa pensée. L'une n'est rien sans l'autre. Inscription sur le fronton du palais de Chaillot à Paris de Paul Valéry. Chose rare ou chose belle. Ici savamment assemblée. Instruisent l'œil à regarder. Comme jamais encore vu. Toutes choses qui sont au monde. Inscription sur le fronton du palais de Chaillot à Paris de Paul Valéry. Il dépend de celui qui passe. Que je sois tombe ou trésor. Que je parle ou me taise. Ceci ne tient qu'à toi. Ami n'entre pas sans désir. Inscription sur le fronton du palais de Chaillot à Paris de Paul Valéry.
Ja, dat denk ik niet. Kijk maar, ik zat er goed.
Depuis 1861, sous le dôme et les coupoles, reposent les cendres de l'empereur Napoléon Ier dans 6 cercueils successifs à l'intérieur d'un sarcophage de quartzite rouge, dans une crypte à ciel ouvert creusée à cet effet au centre de l'édifice. Le boulevard des Invalides est une voie du 7e arrondissement de Paris. Long de 1245 mètres, le boulevard débute au 127 rue de Grenelle et finit place Léon-Paul Fargue et rue de Sèvres. Amorcé vers 1720, son aménagement s'est achevé au début des années 1760 avec l'ensemble du boulevard du Midi reliant l'esplanade des Invalides à l'actuelle place Valubert près de la Salpêtrière. Jusqu'au milieu du 19e siècle, le boulevard des Invalides était très peu animé. Un guide de 1828 le décrit de la façon suivante, des allées bien entretenues, d'un bel aspect mais très solitaire. Le 5 août 1918, durant la Première Guerre mondiale, un obus lancé par la Grosse Bertha explose au numéro 46 boulevard des Invalides. Bâtiment remarquable et lieu de mémoire. Angle avec la rue de Grenelle, lieu de l'assassinat de l'éditeur Robert de Noël, le 2 décembre 1945. Numéro 6, l'hôtel des Invalides. Numéro 8, le poète Lecomte de Lille a habité à cette adresse à partir de 1861, au 5e étage. Il y tenait un salon littéraire fréquenté par les Parnassiens. Numéro 33, lycée Victor Duruy. Numéro 35, bâtiment moderne construit à l'emplacement de l'ancien hôtel de Verteillac ou de Rohan, où habitait au début du XXe siècle la princesse de Léon, mentionnée par Marcel Proust. Le nouvel immeuble abrita jusqu'en 1994 le siège social des laboratoires pharmaceutiques Roussel-Uclaf, puis le Conseil régional d'Île-de-France jusqu'en 2018. Il est cédé début 2019 à AG2R La Mondiale. Numéro 45, jardin de l'hôtel de Montesquiou, rue Monsieur. Numéro 56, rue du Roc, rue de Sèvres, rue Maurice de la Ciserane, Institut national des jeunes aveugles. Créée en 1784 par Valentin à Huy, l'institution s'est installée en 1843 dans ce bâtiment du boulevard des Invalides construit spécialement, en exécution de la loi du 18 juillet 1838 votée à l'instigation du directeur, le docteur Pignet. Numéro 57, ministère des Outre-mer, hôtel de Montmorin.
Louis Pasteur, né le 27 décembre 1822 à Dole, Jura, et mort le 28 septembre 1895 à Marne-la-Coquette, Hauts-de-Seine, à cette époque en Seine-et-Oise, est un scientifique français, chimiste et physicien de formation. Pionnier de la microbiologie, il connut, de son vivant, une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. La pasteurisation est un processus dans l'industrie alimentaire qui détruit les bactéries présentes dans les produits alimentaires périssables en chauffant brièvement les aliments, sans trop modifier le produit. Le procédé porte le nom de son inventeur, Louis Pasteur. Pasteur et Claude Bernard ont réalisé la première pasteurisation le 20 avril 1862. Un terme dérivé est la pasteurisation à haute pression, dans laquelle le produit est placé sous une pression extrêmement élevée, mais non chauffé. Contrairement à la stérilisation, la pasteurisation ne détruit pas tous les micro-organismes. La pasteurisation vise à réduire le nombre de micro-organismes à un niveau sûr, c'est-à-dire le niveau auquel ils ne sont pas susceptibles de provoquer des maladies, lorsqu'ils sont conservés au réfrigérateur et consommés avant la date de péremption. La stérilisation est un processus comparable à la pasteurisation avec une température beaucoup plus élevée, qui modifie considérablement le goût car les protéines du produit stérilisé subissent des modifications physiques dues à la température élevée. En raison de ce changement de goût, la stérilisation est un système rarement utilisé pour les denrées alimentaires. Pierre-Paul-Émile Roux, né le 17 décembre 1853 à Confolens, Charente, et mort le 3 novembre 1933 à Paris, est un médecin, bactériologiste et immunologiste français. Il fut l'un des plus proches collaborateurs de Pasteur et fonda avec lui l'Institut Pasteur. Il découvrit le sérum antidiphthérique, première thérapie efficace contre cette maladie. En 1888, il publie avec Alexandre Yersin, 1863 à 1943, le premier de ses travaux classiques sur l'origine de la diphtérie, due au bacille de Klebsiella, maladie alors très fréquente et mortelle, particulièrement chez les enfants. Lefley avait pressenti que le bacille produisait son effet par une toxine, mais n'avait pas isolé cette toxine, ce qui fut l'œuvre de Roux et Yersin. Il s'agissait d'ailleurs de la première toxine isolée dans l'histoire de la microbiologie. Roux en étudie les propriétés et commence en 1891 à mettre au point un sérum efficace pour traiter la maladie. Après qu'Emil Adolphe von Behring et Shibazaburo Kitasato ont démontré qu'il était possible de produire chez des animaux des anticorps contre la toxine diphtérique. Roux, Martin et Chailloux testèrent l'efficacité thérapeutique du sérum antidiphtérique sur des enfants à l'hôpital Trousseau et à l'hôpital des enfants malades. Le résultat fut 316 morts sur 520 traités par les méthodes classiques, contre 109 morts sur 448 traités par le sérum. Ce succès valut à Émile Roux d'être salué comme héros de la science dans les congrès médicaux partout en Europe.
Guichet is daar, hè? Ja, daar komt hij bij het station. Hier op de hoek. Zet ik even het ding maar af. Zet dit maar af. Attention, oui.
oude bak. Hij snapt niet wat de foto is. Dus kijk hem nooit in de stuur rechts, hè. Gaan we heel rechts in de stuur. Nee, maar doet je daar die 3 auto's rechts in halen? Ja, ook zoiets. Ik denk, nee. Pretty much Ik vind het wel mooi. Dus kijk wel. Ik heb deze kant die ramen zo. Dat is ook mooi, als dat zo blijft. Ja, dat niet alleen, maar ook zo die strepen met de zwart. Als dat zo blijft, dat is toch best. Zo moet je het laten, zo is het mooi.